Alors, le camp national se soulève, Sangiorgio se soulève, Emilio Mola, n'est-ce pas? Et d'autres généraux aussi contre la démocratie, contrairement à ce qu'on prétend. Tu as déjà dit que non. Seconde République, pourrais-tu me la citer? Il est important de dire une chose. L'un des grands mythes et l'une des grandes faussetés dont tu me parlais au début. Justement, c'est cette interprétation non seulement abusive, mais absolument fausse, entre démocratie et Seconde République. La Seconde République n'apporte pas la démocratie en Espagne. Le système précédent était démocratique, à l'exception de la parenthèse de Primo de Rivera. C'était un système démocratique. Et depuis 1890 en Espagne, il y a une loi qui est introduite, qui est incorporée à la Constitution de 1876, que l'on peut dire qu'elle approuve. Pardon, je ne trouvais pas le mot, le suffrage universel, évidemment masculin comme partout à cette époque. En Espagne, la démocratie existe depuis bien plus longtemps dans ce contexte. C'est-à-dire que ce n'est pas la Seconde République qui apporte la démocratie. La République, contrairement à la démocratie, est souvent un système qui la limite. Il y avait une censure féroce, absolument féroce. Il y avait des journaux qui paraissaient littéralement vierges, seulement avec des annonces, uniquement avec la partie publicitaire, et en plus c'était marqué visé par la censure. Il n'était pas permis de publier des journaux ayant des opinions différentes. Il se réfugiait derrière l'idée qu'on ne pouvait pas nuire à la République. Et puis, il y avait une loi, une loi de défense de la République qui a été adoptée en 1933. Défense de la... Ensuite, les sorbotti de la loi d'ordre public, qui est une loi qui permet au gouvernement d'agir discrétionnairement en dehors des tribunaux. Merci, ce n'est pas vraiment un état de droit en dehors des tribunaux. Et en fait, en Espagne, pendant la période de paix de la République, je ne parle pas de la guerre, je ne fais pas référence à la guerre, mais bien à la période de paix. En Espagne, il existe 4 camps de concentration, ce qui est quelque chose de très peu connu. Un camp de concentration à Burgos, un autre camp de concentration à Alcalá de Henares, un autre à Puerto de Santa Maria et un autre sur l'île d'Annobón. Annobón était une île qui faisait partie du territoire de la Guinée dans la zone équatoriale africaine qui appartenait à l'Espagne. Une île qui est extrêmement lointaine et une île qui est abandonnée de la main de Dieu, comme on dit. Eh bien, dans ces camps de concentration, allaient des personnes qui étaient condamnées à titre préventif. Parce qu'on appliquait une loi qui n'est pas de Franco, comme beaucoup de gens le disent. Il répète que c'est la loi de 1933 sur les vagabonds et délinquants. Cette loi n'est pas de Franco, cette loi est de Zania. Bon, selon la loi, Je jurais que cette loi était de Franco. Un autre mythe? bien sûr, c'est une loi que Zania approuve, le gouvernement de Zania. Et ce n'est pas seulement que le gouvernement de Zania l'approuve. On estime qu'environ 4000 Espagnols ont été envoyés de manière discrétionnaire, arbitraire, dans des camps de concentration. Selon cette loi sur les vagabonds et malfaiteurs, pourquoi? Quel genre d'Espagnols? Par exemple, des alcooliques. Il y avait des proxénètes, ce qu'on appelait des proxénètes, des personnes impliquées dans le monde de la prostitution, ou en somme, des bas-fonds, parmi lesquels, d'ailleurs, il y avait un nombre significatif d'homosexuels. Ils les envoyaient aussi dans des camps de concentration. Merci. Ceux qu'on appellerait aujourd'hui des chômeurs de longue durée étaient alors légalement considérés comme des vagabonds. Quelqu'un qui, comme on disait à l'époque, n'avait ni métier ni revenu. Ils étaient connus pour être envoyés dans des camps de concentration pendant la période de paix de la Seconde République. Par exemple, le problème est l'échec de la République. Cela s'est produit car ce n'était pas une république démocratique, ni pour tous les Espagnols, mais seulement pour les républicains. Santos Julia, qui est un historien récemment décédé, très proche du Parti socialiste ouvrier espagnol, n'est pas un franquiste dangereux ni rien de semblable. Santos Julia dit que les républicains se sentaient légitimés à gouverner la République indépendamment de ce que disaient les urnes. C'est pourquoi, lorsque la droite remporte les élections le 19 novembre 1933, la gauche n'autorise pas la droite à gouverner. Il se soulève donc et multiplie les tentatives pour empêcher le gouvernement de droite. Il demande même que les élections soient répétées. Regarde pourquoi il demande la répétition des élections. Parce que la loi électorale est injuste, dit la gauche, et c'est une loi électorale qu'ils avaient eux-mêmes créée. Bien sûr, c'est exactement cela, comme le dit Alcalá Zamora dans ses mémoires.
Et quand il refuse de les écouter, il ne dissoudra pas les Cortes ni ne convoquera de nouvelles élections car une majorité parlementaire permet de former un gouvernement. C'est alors qu'ils passent à la rébellion en octobre 34. Ils disent de bonne foi, jamais de mauvaise foi. Le problème, c'est que la République avait un sens patrimonial. La République leur appartenait. Ainsi, seuls les partis républicains de gauche pouvaient gouverner la République. C'est l'une des causes, peut-être la cause fondamentale de toute cette histoire. C'est pourquoi je dis qu'il faut bien distinguer l'idée démocratique de l'idée républicaine. Non, 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 ce n'est pas la même chose. Et comme je le dis, à bien des égards, la République a été une limitation des libertés démocratiques et dans de nombreux cas, même en ce qui concerne la liberté d'expression. Comme nous l'avons dit à travers la presse ou à travers des manifestations publiques qui étaient interdites dans la phase finale de la Seconde République. Après les élections de février 1936, la fermeture systématique des médias de presse, qui n'étaient pas du Front populaire, disons, de droite, de façon générale, ainsi que la fermeture des sièges politiques. De tous les partis hors Front populaire, voilà la situation. C'est pourquoi cette identification est absolument fausse. Non, la démocratie ne se confond ni avec la République, ni avec les insurgés, les nationaux, la Seconde République ou le camp républicain durant la guerre civile. Je comprends parfaitement Podemos. Maintenant, j'aimerais entrer un peu dans le sujet de la guerre. Quelle phrase Indalecio Prieto a-t-il dite à propos du camp des insurgés? Et comment? Au final, c'était l'inverse. Quelle cause? Quelles ont été les causes? En août 1936, le 8 août, 20 jours après le soulèvement. À Radio Madrid, Indalecio Prieto s'adresse à son public, comme il est naturel, en disant que les insurgés n'ont aucune chance de l'emporter. Il fait un tour d'horizon de la situation et dit « Dans une guerre moderne, l'essentiel, c'est l'industrie. Et toute l'industrie est de notre côté. » Et c'est la vérité. Madrid, Barcelone, Valence, Biscay, Asturie, tout était resté du côté du Front populaire. De plus, comme c'était le gouvernement d'Espagne, c'était en quelque sorte la continuité du gouvernement d'Espagne. Ils avaient la reconnaissance internationale. Les autres devaient aller chercher la reconnaissance dans d'autres pays. Bien sûr, mais eux avaient la reconnaissance internationale. De plus, ils avaient la meilleure agriculture. Il est vrai qu'il y avait une agriculture extensive de céréales, surtout en Castille, principalement dans la zone nationale. Mais l'agriculture la plus productive, les potagers se trouvaient dans la zone du Front populaire. Il contrôlait la Banque d'Espagne, essentielle car elle détenait les 4e réserves d'or mondiales. Surtout grâce aux bénéfices qui avaient été obtenus par le commerce pendant la Première Guerre mondiale. Une grande partie était privée, évidemment. Enfin, il avait tout, y compris la majeure partie de l'armée. Peu de gens savent que la majorité des généraux ont soutenu la République, non les nationalistes. Les nationalistes se sont rebellés, surtout les officiers. Plus on descendait dans la hiérarchie des officiers, plus ils se rebellaient. On débute par sous-lieutenant, puis lieutenant, capitaine, commandant, lieutenant-colonel et colonel. Il y avait plus de lieutenants que de capitaines que de commandants que de lieutenant-colonel, de lieutenant-colonel que de colonel, et beaucoup plus de colonels que de généraux. La plupart des généraux se sont rangés du côté du gouvernement, mais il faut dire que la garde civile, on estime à 52%, s'est également rangée du côté du gouvernement. Et la garde civile a été fondamentale dans l'échec du coup d'État. Parce que le coup d'État a échoué, non pas là où les milices se sont mobilisées. Tout cela est un autre des mythes, mais là où la garde civile ne s'est pas jointe à la rébellion. Ville par ville, c'est la garde civile qui a été l'élément fondamental pour voir de quel côté tombait le pouvoir, pour ainsi dire. Qui allait triompher, n'est-ce pas? La République avait la majeure partie de l'aviation et de la marine, et l'armée était divisée en deux. En ce qui concerne les effectifs, ils avaient tout. Les insurgés, rapidement connus sous le nom de nationaux, n'avaient qu'un seul atout. Et c'était l'armée d'Afrique, environ 32 000 hommes, qui constituaient les meilleures unités de l'armée espagnole. Bien sûr, oui. Car ils étaient les plus expérimentés, ayant déjà combattu, c'étaient des guerriers. Les légionnaires et les réguliers. Milan Astrey accompagna Franco tout ce temps. N'est-ce pas? Oui, le fait est que Milan Astrey, à ce moment-là, il n'était plus le Milan Astrey d'il y a des décennies. On peut dire, n'est-ce pas? Il était à la retraite. Ensuite, il a été employé à des tâches de propagande. On ne lui a pas confié le commandement de troupes pendant la guerre.
Mais oui, oui, effectivement, n'est-ce pas? Il y a la Légion et les réguliers, les meilleures unités de l'armée espagnole, et de loin. C'était vraiment leur seul atout, mais elles se trouvaient en Afrique du Nord, en Afrique. Et dans quelle mesure cela pouvait-il influencer le cours général des événements? Eh bien seulement s'ils débarquaient dans la péninsule. C'était la seule possibilité. Traverser le détroit... Comment traverser le détroit alors que la majeure partie de la marine est aux mains du gouvernement? Par un pont aérien qui a effectivement eu lieu. Franco a créé le premier pont aérien du monde. Comment? Quoi? C'est aussi quelque chose dont on ne parle pas beaucoup. Enfin, mais il y a... Un mythe affirme que sans les nazis et fascistes italiens, Franco n'aurait jamais traversé. Que ce sont eux qui leur ont tout prêté et que le succès de la campagne des insurgés est dû à l'aide internationale. C'est-à-dire, c'est uniquement Franco, avec ses propres ressources, qui a réussi à traverser le détroit. Les premières unités passent sans l'aide de personne. Elles passent par leurs propres moyens. Ensuite, des avions de transport allemands et italiens les assistent. La traversée du détroit se fait de juillet à octobre avec des unités encore en octobre. Mais la situation est sauvée sans aucune aide, aucune pour l'instant. Toujours aucune. Le convoi de la victoire, organisé le 5 août, fut une opération audacieuse pour transporter de nombreuses troupes. Jusque-là, elles arrivaient au compte-gouttes. Et ils l'ont fait avec des moyens espagnols. C'est-à-dire que c'est aussi l'un des grands mythes. Dire qu'il n'y en a pas, est-elle déclarée? Quel jour exactement? La guerre? Elle éclate réellement dans le nord de l'Afrique le 17 juillet, en milieu d'après-midi, à Melilla. Il y a des mouvements de troupes au Sahara, Rios, Capapé, dès le 16 Ils sont sans importance, sans impact et ignorés par l'histoire. Mais ils existent et arrivent même le 16 ans. Le 17, c'est là que le soulèvement commence vraiment en Afrique du Nord et qu'il se généralise. Et c'est pourquoi le 18 juillet est toujours considéré comme le jour du début de la guerre. Et y a-t-il une déclaration de guerre? Non, il n'y a pas de déclaration, parce que c'est un soulèvement. Oui, ce qu'il y a, c'est que, en effet, la plupart des garnisons d'Espagne, les militaires les se prononcent, dans un sens ou dans l'autre. Beaucoup restent encore dans le doute, ce qui causera aussi l'échec du coup d'État en plusieurs lieux. Et il y en a d'autres qui se lancent résolument dans la rébellion. Certains étaient impliqués dans la conspiration, d'autres s'y joindront à la dernière minute, ou à qui on le notifie même lorsque le soulèvement a déjà eu lieu.